Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Paul Bucois. Tu es Lead UX Manager chez Mano Mano et le nouvel invité de ce podcast. Et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Paul, bonjour. Bonjour Paul. Et bah ouais, deux Paul, c'est la première fois que je reçois un Paul dans ce podcast et je suis ravi que ce soit toi et qu'on puisse découvrir ton parcours, ce que tu as pu faire, les mentors que tu as rencontrés qui ont jalonné ton évolution, et puis ensuite on va faire le focus sur Mano Mano, quel est ton rôle aujourd'hui, ce que tu y fais et ton évolution, et puis ce que tu as pu mettre en place chez ce client qui fait partie des licornes françaises avant Covid et avec le Covid qui ont explosé. Donc ça va être super de pouvoir revenir sur tout ça, et puis ensuite on terminera par une partie recommandation si ça te va. Eh ben, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Bah écoute, je suis ravi. La première question que je pose à mes invités, c'est toi, à quel moment tu découvres le design dans ta vie? La genèse est un peu longue. Je vais commencer par le début, c'est intéressant. Ma mère, elle est artiste, peintre, et donc je dessine depuis que je suis tout petit. Et mon frère a été graphiste pour la Commission européenne. Il a fait Saint-Luc à Bruxelles. Okay. Et voilà, j'ai toujours été passionné par les outils numériques. Donc j'ai découvert en fait Photoshop et Illustrator à l'âge de 16-17 ans. Okay. Et je me suis exercé sur du speed painting et j'ai fait des études de com. Donc c'est là où je découvrais un peu voilà, toute la partie images, l'étude comportementale, etc. Et en cherchant un stage, on m'a proposé de devenir graphiste. Ça a commencé comme ça à l'époque. Et en étant graphiste, au bout d'un an, on m'a dit bah, finalement, on veut bien t'embaucher. Et si tu veux bien, il y a notre, ça s'appelait intégrateur à l'époque, qui était aussi web designer. Voilà, c'était un peu on faisait les deux. Qui est parti. C'était une toute petite structure, et il m'a proposé en gros de reprendre toute la partie web design. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté. Et très vite, j'étais entouré de dev front. Et j'ai tout appris from scratch, voilà, très orienté tech. Ok, trop bien. Et donc là, tu découvres pendant tes études un peu tout ça. Tu as fait quoi comme études? Alors j'ai fait des études de com. J'ai d'abord fait l'ISCOM, puis le CESACOM, mais je me sentais pas trop dans mon monde. C'était ouais, c'était assez spécial, on va dire. Et j'ai toujours été attiré par les outils numériques. À chaque fois, on avait des concours d'agence, je me souviens. Ouais, et j'étais toujours celui qui faisait les affiches, les flyers, pendant que les autres s'occupaient de la strat ou des choses comme ça. D'accord, ok, trop bien. Et donc, tes premières expériences professionnelles, comment elles arrivent, quelles sont-elles? Et puis, comme tu me disais, c'est des expériences qui ont été jalonnées de mentors. Et peut-être si tu peux commencer à nous expliquer comment ces gens-là sont arrivés dans ta vie. Et je pense que ça pourra faire vraiment écho à ce que vivent certains de nos auditrices et auditeurs. Alors, ouais, comme je disais, donc j'arrive en alternance dans une petite structure qui s'appelait à l'époque marésidence.fr, voilà, qui est devenue Ensemble.
Et on était à peu près une vingtaine. Et je lisais à l'époque, parce que j'ai appris from scratch, un livre d'Amélie Boucher, que j'avais du coup sous le coude. Et à ce moment-là, le président passe me voir en me disant «Ah, tu connais pas un bon UX pour venir t'épauler?» Et il m'arrache un peu le livre des mains, et puis il voit Amélie Boucher, il le note sur son cahier. Je dis «Bon, bah très bien». Et le lundi suivant, il vient me voir, il me dit «Regarde dans ton agenda». Et je regarde dans mon agenda, et c'était un rendez-vous avec Amélie Boucher. Donc voilà, j'ai sauté de joie, et elle est restée avec nous. Alors elle travaillait pas à plein temps, c'était une mission qui a duré très très longtemps, c'était 4 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok. Et voilà, entrecoupé par des périodes de creux, et elle m'a donné des tips, elle m'a vraiment appris du X de A à Z. Enfin, en tout cas, elle est Ok. revenue. Et ensuite, j'ai rencontré Adeline Atia, qui était responsable de UB Trend, donc c'était une agence qui permettait du coup de faire des interviews, les vrais. Vraiment, je me suis pris une claque parce que c'était plus du tout les guérilla tests, c'était des vraies interviews avec des glaces sans teint. Voilà, pour moi, c'était complètement futur, c'était que dans les films américains. Et surtout, j'ai appris le métier d'intervieweur, parce que je pensais que je savais bien interviewer parce que j'étais UX. Et là, je me suis rendu compte que non, c'est un vrai métier, voilà, une manière d'amener les questions. Alors, bien sûr, de ne pas tomber dans Ouais. les biais cognitifs, etc. Voilà, ça m'a pas mal impressionné. Et ensuite, j'ai déménagé au bout de longues années, parce que je me plaisais vraiment bien là-bas. Donc, on est passé de Ouais. 20 à plus de 50. Et j'ai déménagé chez Upside, donc qui est un éditeur de site internet. Enfin, j'avais pas précisé, donc marésidence.fr, donc ça c'est un réseau social entre voisins. Donc là, Upside, je vais chez un éditeur de site internet. Ouais. Et là, je rencontre Florian Rigaud, Ok. voilà, qui, je crois aujourd'hui Head of Design de TWA, qui a une exigence dans la méthode UX, et qui m'a appris, voilà, toute la partie double diamant, les five whys, voilà, qui remettait énormément en question tout le temps mon travail, et qui me donnait jamais la réponse. Il me posait plein de questions, et je devais Ah trouver ouais, il te met des questions et puis après, bon, bah, tu te débrouilles avec ça. Hein. exactement, voilà, c'était assez compliqué. Et finalement, ça m'a appris beaucoup, vraiment énormément. Et j'ai rencontré aussi voilà, Frédéric Gandello, un super PM à l'époque, mais à la fin qui finit directeur produit. Et là, c'était toute la partie un peu technique, produit qu'on trouve aujourd'hui avec des opportunity solution tree, des RISE, voilà, tout ça c'était assez nouveau pour moi. Donc ça a été vraiment ces 4 rencontres-là qui m'ont vraiment appris le métier du UX designer. Et donc en fait, ouais, c'est ça, c'est que vraiment, toi, tu l'as pas du tout appris à l'école ou dans les livres, un petit peu aussi, j'imagine. Les livres Ouais, aussi cours libre, ouais, de mémoire. t'ont accompagné, ouais. Mais vraiment avec ces gens qui t'ont fait prendre conscience, enfin, qui t'ont fait prendre conscience de ce que tu pouvais être capable de faire et puis qui t'ont remis en question. Et toi, dans le même temps, ton profil de designer s'affine, j'imagine, et tu prends en confiance sur ce que tu peux faire. Est-ce que justement, il y a, il y a un moment dans bah, dans ton parcours où tu te dis, tiens, euh, je me sens bien dans ce que je fais et je suis très satisfait, ouais, je suis fier d'un truc que j'ai livré et donc d'aller voir plus loin encore. Euh, alors pas immédiatement, ça a pris pas mal de temps. Il y a ce fameux syndrome de l'imposteur. Le Voilà, fameux qui est partout. On en qui est parle pas partout. Ouais, bien sûr. c'est ça. Et que j'ai eu voilà jusque très tard en fait finalement. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire parce que j'avais peu de personnes autour de moi pour me comparer. J'étais pas dans des grosses structures où il y avait voilà 10, 20 UX, et voilà, il n'y avait pas d'école du UX, donc on apprenait tout sur le tas. Donc c'était voilà, c'était pas très évident. Puis je regardais beaucoup ce qui se passait dans la Silicon Valley. J'étais assez impressionné par les gars qui sortaient de chez Google ou de Microsoft ou de chez Apple. Donc ça n'a pas été évident. Donc ça s'est passé assez récemment finalement, où j'ai regardé derrière moi, et je me suis dit voilà, je crois que je suis arrivé à un niveau où je peux être assez fier. Et c'est arrivé au moment où je suis arrivé chez Mano, finalement. D'accord. Parce que je suis arrivé avec tout ce package du X, et j'ai pu savoir à quel niveau j'étais.
Et oui, c'est ça. C'est que là, t'étais déjà, parce que Mano Mano, moi, c'est une entreprise que j'ai connue pendant le Covid et après, et vraiment, on était sur une organisation qui était énorme en termes de tech, en termes de design. Et c'est sûr que bah, là, on a la capacité de se comparer sans dire que l'autre est moins bon ou est différent, etc. Mais en tout cas, de se dire, OK, je suis au niveau, OK, j'ai des bons réflexes et que ce qu'on me dit a du sens, quoi. Exactement. Et donc comment tu rentres chez Mano Mano et quel type de rôle tu as? Alors au début, je suis rentré en tant que senior UX designer. Ok. Et à ce moment-là, il y avait une équipe de 25 personnes. Et très vite, on me fait confiance. Au bout de quelques mois, du coup, mon manager me dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant de, voilà, de prendre une petite équipe. Bon, je bascule groupe UX manager et j'encadre. Ça variait en fonction des cycles, un à 3 personnes à peu près, 3, 4, pas plus. Et de fil en aiguille, alors il y a eu un PSE aussi, donc on a perdu quand même énormément du X. Ouais, tout à fait. Et un beau jour, du coup, donc le head of design part de chez Mano Mano et vient me voir et me dit c'est toi le prochain. Donc voilà, j'ai pas vraiment choisi à ce moment-là. Je me suis dit Ouais, waouh, quel challenge. Ça m'a fait un peu peur au début et je ouais, me suis dit j'imagine. bon allez, pourquoi pas. Mais j'étais pas loin de refuser. Puis je me suis dit qu'une opportunité comme ça se présentait pas 2 fois et qu'il fallait pas la refuser. Ouais, bien sûr. Et donc là, c'est là que c'est intéressant parce que toi, tu as vécu deux moments de mano mano, je dirais la période fast et la période où comme t'expliques, il y a un PSE, ça se remet un petit peu en question dans l'organisation de l'équipe euh, globale de mano mano et puis design. Et à la fois, il faut repartir ensuite, se dire qu'avec une équipe un peu plus petite, il faut qu'on fasse peut-être pas autant, mais en tout cas qu'on fasse tout aussi bien, voire peut-être aller vers, euh, vers d'autres choses. Euh, et en plus, tu progresses d'en étant, t'es pas parachuté responsable de l'équipe de Mano Mano, mais tu fais partie de l'équipe et tu évolues vers. Et moi, pour avoir connu cette période-là, 2 fois, c'est jamais si évident de se positionner. Euh, et puis on est un petit peu envoyé là-dedans sans trop, sous le management, on n'en a jamais trop fait, etc. Euh, Comment toi tu vis cette période parce que c'est des moments que, bah, pareil, des auditrices et auditeurs peuvent avoir vécu ou vont peut-être vivre. Et à ce moment-là, je te dis pas que ta réponse est peut-être la meilleure ou la façon dont tu as réagi était la meilleure, mais au moins ça donne un retour d'expérience, tu vois. Ouais, c'était pas évident. C'était très stressant. Et c'est là où j'ai retrouvé ce fameux syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce que tout était nouveau, plus moyen de se comparer. Donc j'ai pris mes armes et voilà, comme je faisais à l'époque, j'ai acheté plein de livres sur le management Mhm. et Intéressant. pour essayer d'effacer les doutes. J'ai contacté aussi beaucoup de lead UX, soit ceux que j'avais rencontrés, soit j'en ai rencontré d'autres. Et ça m'a beaucoup aidé dans les échanges. Et, euh, et surtout, bah voilà, avec le peu de connaissances que j'avais, la première chose qu'on m'avait dit, surtout, prends pas de décision trop importante pendant, allez, 3 mois. Et surtout, prends le temps d'observer, d'écouter, de prendre la Ok, température, etc. intéressant. C'est drôle parce Et, que, tu vois, par exemple, je te parlais de couper, mais tu vois, par exemple, sur un président, etc., on le voit bien avec Trump, t'as l'impression que tous les jours, il balance les trucs les plus durs du moment. Parce que, en gros, bah, il sait qu'il a le mojo pendant les 100 premiers jours de son mandat. Là, au final, on te dit un tout petit peu le contraire, de dire, bah, regarde, écoute, réfléchis, prends pas des décisions trop sèches, entre guillemets, j'ai l'impression, c'est ça? c'est ça. Euh, Mais en fait, bon, c'est un après, je te dis pas que Trump a raison, hein. Non, 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 oui, oui, des décisions un peu hâtives peut-être, mais non, là, ce qui est intéressant, c'est finalement là où notre métier nous sert beaucoup, j'ai fait de l'UX au sein de mon équipe. Donc j'ai beaucoup Ok. interviewé chaque personne de mon équipe, j'ai fait beaucoup de one-one pour essayer de comprendre finalement quelles étaient leurs ambitions, leurs attentes, leurs visions, Ouais. pour essayer d'y voir un peu plus clair, essayer de comprendre aussi où étaient leurs pain points.
Et Ouais. en plus, Leur façon de travailler aussi, j'imagine. leur façon de travailler. Et une fois que j'avais fait tout le tour de la table, j'ai commencé à lister toutes les questions aussi de mon côté et les leurs hein, dans un fichier et me dire voilà Ok. maintenant comment je peux répondre à ça. Et je les ai triés dans l'ordre, voilà, en me disant voilà quelle est la plus prioritaire et la moins prioritaire. Voilà, en passant de je sais pas moi des salaires à la bouffe à la cantine, voilà, c'était trié comme ça Ok. et ça m'a permis d'établir un plan au bout de ces 3 mois. Alors j'ai commencé quand même à mettre en place des choses qui Bien étaient les sûr. plus urgentes, hein, évidemment, durant ces 3 mois, mais j'ai pas fait de révolution. Et l'une des premières choses que j'ai mis en place, c'est que l'équipe UX, par exemple, pendant 2 ans et demi, n'avait pas fait de séminaire, n'avait pas fait de vrai off-site. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai mis assez rapidement en place, puisque je me suis dit aussi que ça permettait de redonner une vie d'équipe, de ressouder l'équipe après un événement, un PSE où on avait perdu la moitié des personnes. On a Et perdu- ouais, ça, c'est un moment qui est ultra marquant parce qu'on reste, on se dit pourquoi nous on reste, et pourquoi pas, et pourquoi pas ne pas partir. Et sûrement les gens qui sont restés, ils ont tous eu, à un moment, ils ont sûrement envoyé 2, 3 CV, ils ont sûrement posé la question. Et donc de se dire qu'il faut, ok, recréer quelque chose, ressouder autour d'une marque, autour d'objectifs. Et même sans peut-être parler, j'imagine que pendant l'offsite, il y a eu aussi, vous avez travaillé un peu sur le business, mais aussi peut-être se reconnecter entre eux euh, pour que pour se dire bah tiens, on a un projet commun entre nous et avec toi, j'allais pas dire au milieu, mais avec eux C'est ça. en tant que leader accompagnateur sur tout ça. Tout à fait. Et puis c'est recréer du lien, c'est pas évident. Surtout avec le télétravail. T'as des Ouais, personnes. parce que là, pardon, je te coupe, là, toi, t'es à Bordeaux, c'est ça? Exactement, Et il ouais. y a du monde à Paris, il y a du monde ailleurs. À Lyon, à Nantes, Marseille. Donc Ok. voilà, on est assez dispatché, ouais, tout à fait. Donc c'était vraiment très important. Puis je les ai emmenés à Bordeaux, surtout, sur la côte, dans mon fief. C'est aussi une manière de montrer que c'était moi qui menais la barque. Mais Ouais. voilà, c'était Venez pas chez facile. moi. Ouais. Il y avait beaucoup de doutes, notamment au sein de l'équipe de managers, donc les personnes qui sont directement en dessous de moi, Mhm. sur la, la manière de faire, sur ma vision, sur mes objectifs. Donc ça a été beaucoup voilà, de discussions et de leur expliquer très clairement que de toute façon, vous allez me planter, voilà, c'est humain, on n'est pas parfait et que on allait avancer ensemble, trouver des solutions ensemble, quoi. C'était vraiment ça. Donc j'ai vraiment axé après toute une stratégie là-dessus, sur plus de transparence, plus d'écoute et au fur et à mesure, ça a basculé du jour au lendemain. Peut-être Ok. au bout de ouais, 3 à 6 mois, il y a eu comme c'est un ressenti personnel. Après, peut-être que c'est pas le cas dans les équipes, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça s'est apaisé. On le voit, hein, d'ailleurs, on a des questionnaires de culture au sein de l'entreprise, et on voit en effet que le live blend, il a complètement grimpé, et on sent que les UX se sentent plutôt bien chez nous. Ouais. Ouais, trop bien. Cool. Par contre, t'arriverais pas à dire pourquoi à un moment ça a switché? C'est qu'il y a eu un moment, ok, on a besoin de reprendre confiance. Ok, c'est intéressant. Et à un moment, bon, bah, les faits ont l'air de suivre les paroles. Enfin bref, les faits ont l'air de suivre les paroles, pardon. C'est ça? C'est peut-être ça qui Oui, je fait pense que, qu'il y avait de ça aussi, il y avait beaucoup d'attentes, puis j'ai annoncé aussi beaucoup de choses, beaucoup de promesses, avec un changement, voilà, j'ai changé tous les objectifs en utilisant la méthode SMART, j'ai mis en place des carrières pass, voilà, et j'ai été beaucoup à l'écoute pour tout un tas de choses, et je pense que, ouais, à un bout d'un moment donné, c'était, ok, pareil pour l'événement là, que j'avais créé, euh, l'off-site, ça a été à un moment donné, je pensais, ok, il l'a fait, c'est bon, on peut y aller, on peut continuer avec lui, on peut... Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. en fait, ça justement, quand tu me parles de carrière pass et d'objectifs SMART,
quand on avait préparé l'échange, tu m'avais aussi dit que avant tout ça, il y avait eu, lorsque tu étais groupe UX manager et que tu gérais le design system, euh, que avant ça, tu avais mis en place toute une méthodologie, alors avec bien sûr des outils qu'on connaît tous, mais qui étaient, euh, qui étaient bien expliqués et qui devaient être pris en compte par tout le monde, en tout cas ton équipe. Et ensuite que celle-ci a été vraiment donnée à tout le monde. Est-ce que justement tu peux revenir sur cette partie-là parce que je pense que c'est intéressant de faire le focus sur ça, sur en fait comment on prend un poste de management et quels outils on met en place pour essayer de fédérer les gens. Exactement, ouais. Très bonne question. C'est vrai que quand j'étais groupe UX manager, je me souviens, d'ailleurs c'était peut-être même commencé un tout petit peu avant parce que j'avais rencontré Valentin Ménard qui était au produit et il avait un livre de la Discovery Discipline sur le bureau et il m'a dit tiens ça te tente, on met ça en place chez Mano Mano. Bon, du moins on le teste, on l'essaye. Et on a essayé cette méthode, celle donc tirée du livre de Rémi Guyot et ça avait très très bien fonctionné. Et surtout que ça permettait vraiment de matcher le produit, le business et l'UX. Et quand Valentin Ménard est parti, je suis devenu groupe UX manager. Et je trouvais que il manquait quelque chose à cette méthode-là. Elle n'était pas orientée assez UX. Et je me suis mis un peu dans mon petit laboratoire, comme tu dis, et j'ai travaillé ça. Et je me suis dit, bah voilà, finalement, en tant que UX, c'est quoi mes problématiques en ce moment? C'est que je rencontrais en tout cas, c'était que tous les UX avaient des explos qui duraient une semaine, d'autres 3 semaines. Donc déjà, il y a ce problème de temps. Donc j'ai essayé d'extraire en fait un petit peu toutes les méthodes en utilisant le double diamant et tous les ateliers. Et donc j'ai fait sur un gros whiteboard pour ceux qui utilisent Miro, qui connaissent, tous les ateliers détaillés avec une timeline et des chronos, des tips avec des outils en mettant voilà le qui fait quoi, est-ce qu'on a besoin de mettre dans la pièce des UX, des lead PM, des PM, des PO, des lead tech, etc. Ce qui permettait finalement de raccourcir cette exploration et surtout de rendre indépendant, d'avoir la même qualité de travail pour la plupart des UX et d'avoir les mêmes outils finalement pour l'ensemble de la boîte. Et donc ça justement, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce qu'il y a à l'intérieur, même si tu vas peut-être pas donner toutes ces heures de travail, mais est-ce que et puis peut-être après ça nous dire un peu comment ça a été reçu, peut-être. Ok. J'essaie de replonger dans ma tête. Alors déjà, il y a un Canva qui est un peu un starter project, qui permet de mettre le business, le produit, les techs. Enfin, souvent ils sont moins inclus dedans. C'est plutôt la triade avec l'UX. Et c'est vraiment voilà les basiques. On énonce finalement le problème, à la cible, les personas à qui on s'adresse. On essaie de brosser une solution, de mettre les bénéfices. On parle aussi de MVP, on fait d'exclure la partie MVP. On essaie de mettre un peu de data, de mettre voilà, des objectifs à long terme, on parle des risques, on parle des success metrics, etc. En fait, ça fait un peu comme un brief UX. Ouais. Donc ça, c'est la première partie, c'était vraiment le starter project, en fait, finalement. Ensuite, il y a une deuxième partie, parce qu'on a 7 au total. Je vais pas trop rentrer en détail, sinon ça va être trop Bien long. sûr, ouais, ça va être un peu Mais, long, ouais, bien sûr, mais mais voilà, c'est comme le double diamant où on ouvre et on ferme avec mais ce que justement, Paul, je me permets, mais est-ce que genre quand t'arrives avec ça, on te dit pas, non mais Paul, merci, mais on connaît quoi, entre guillemets. Tu vois, est-ce que comment et en fait tu te rends compte, bah non, en fait il y a des projets où là vous avez pas bien défini le truc et que donc vous avez fait une recherche qui a duré 3 mois alors que en fait ça aurait dû être une semaine. Tu vois un petit peu ces retours-là. Comment t'as fait face peut-être à ces retours s'il y en a eu? Alors, le côté UX a été hyper bien accueilli, parce que justement, je parlais du double diamant, quand on diverge ou quand on converge, c'est pas toujours respecté en fait. Et, et le fait d'avoir un support physique, ça permettait d'expliquer très clairement pendant les ateliers à toutes les personnes autour de la table que c'était les étapes nécessaires. C'est pour ça que j'ai mis en highlight aussi Ouais. des parties qui sont mandatoires, qui sont obligatoires,
Et très vite, tout le monde s'est pris au jeu parce que c'est un peu comme un texte à trop. En fait, ça facilitait, ça accélérait énormément le process du discovery. Ouais. Et ce qui était bien, c'est que souvent on mettait des réunions d'une heure pour faire, voilà, faire un projet Canva ou faire une empathy map ou faire un bench. Mais bah là, on se dit, j'ai fini en une demi-heure, c'est quoi les next steps? Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a beau prendre une heure ou deux de réunion, on peut se retrouver à faire 3, 4 ateliers dans la même réunion, si on accélère les choses. En fait, c'était un tel accélérateur et ça donnait aussi beaucoup de visibilité parce qu'on avait Ça a donné du rythme. ça a donné du rythme, c'est ça. Et puis on a fait Ok. ensemble un deck où tout le monde pouvait participer, pouvait voir l'évolution du projet, et, euh, et c'était beaucoup plus clair pour tout le monde. Et c'est aussi par rapport aux parties prenantes, ça me donnait aussi un peu de visibilité sur comment vous fonctionnez et les cases dans lesquelles il faut entrer pour lancer un projet et pas, entre guillemets, faire confiance sur une demande immédiate et hop, on se met tout de suite à faire du Figma. Non, il y a quand même quelques phases qui permettent de valider le pourquoi, C'est ça. Visibilité, d'expliquer le comment et crédibilité, ensuite lancer. exactement. Ouais, tout à fait. Et ce que les UX ont bien aimé aussi, c'est que vu qu'il y a des ateliers qui sont mandatory, il y en a beaucoup aussi qui existent, qui ne le sont pas. Donc ça a permis aussi aux juniors voilà, d'explorer peut-être d'autres façons de faire. Trop bien. Et voilà, d'avoir des ateliers un peu en forme de kit. Et surtout qu'il y a les timers à côté. Est-ce que ça prend 60 minutes? Est-ce que ça prend une journée? Donc ça permet aussi de faire des roadmaps derrière en disant, OK, je vais pouvoir utiliser ça en fonction de la problématique, etc. etc. Ouais, et puis c'est vrai que de calibrer, de timer un petit peu tout ça, alors sans que ce soit, j'imagine, militaire, mais ça, ça donne du rythme à l'équipe qui, parfois, c'est vrai que sur des tâches qui sont peut-être comme ça assez euh, intellectuelles, on peut se laisser un peu prendre par le temps, on peut se laisser peut-être voilà prendre par les sujets, etc. Et là que ce soit timé et qu'on rentre dedans, et ben ça donne voilà ça donne du rythme aux gens et une certaine vélocité peut-être que tu as pu te rendre compte et que eux ont pu se rendre compte aussi sur leur capacité à faire et aussi vos stakeholders et là c'est bah, ça donne de la satisfaction quoi. Exactement. Et aujourd'hui, tout le monde l'utilise, presque plus de 90% dans, en tout cas de la partie visiteur et opération, c'est là, et pas la partie back-office, mais en tout cas, voilà, tout le monde l'utilise et on peut le voir à quel point c'est un accélérateur. Trop bien. Et donc bah justement si on revient sur le carrière pass parce que je pense que les objectifs SMART je pense que si tout le monde tape sur internet ce que c'est un manager etc pourra se projeter sur peut-être ce qu'il peut faire mais par contre je trouve que le carrière pass là il y a souvent des questions autour de ça. Euh, comment vous, comment tu t'es lancé, pourquoi tu t'es lancé déjà sur un carrière pass? Parce que parfois on peut se dire, bon bah on progresse, si t'es bon tu montes, si tu stagnes, bon bah voilà t'es là, mais et puis bah peut-être que demain t'y seras pas, et puis si ça le fait pas, bah tu t'en vas. Tu vois, ça pourrait être le truc ultra simple un peu comme ça, une vision ultra simple comme ça. Pourquoi t'as fait ce carrière pass et comment toi tu l'as ordonnancé par rapport à l'environnement mano mano pour répondre aussi aux attentes de l'entreprise et de tes managers ou des gens de ton équipe. Bah, comme je l'avais dit en début d'interview, c'était une de mes problématiques quand j'étais plus jeune, c'est de pas pouvoir me comparer aux autres. Et de pas pouvoir se comparer aux autres, pas pour dire en effet que voilà, on est meilleur ou on est moins bon, mais c'est pour savoir voilà, à quel endroit je peux m'améliorer. Quel est mon levier par rapport à mon expérience? Quel objectif je peux me fixer par rapport à ce que quelqu'un connaît peut-être plus de choses. Ça permet aussi de d'aller voir la connaissance chez une autre personne, d'avoir cette transmission interéquipe. Mhm. Et donc ça c'était la première chose. Et puis c'était quand même assez demandé au sein de l'équipe. Ok. Et je suis pas parti de zéro parce qu'il y avait eu quand même pas mal de tests qui avaient été faits par mes prédécesseurs et avec des Miro, des Word, voilà, ça n'avait jamais été vraiment activé. Donc j'ai repris tout ça et j'ai essayé de le simplifier, de l'harmoniser et surtout de le rendre activable. C'était surtout ça, et d'en faire un Excel avec voilà juste des cases à remplir avec une définition du quoi et du comment, et ça se remplit automatiquement.
Ça, c'est super Ok. chouette. Ce qui permet en... Et, euh, et ça se remplit automatiquement, ça c'est un truc magique. Par rapport aux compétences de la personne, c'est elle répond à des questions et ensuite ça renseigne ton Excel C'est ça. Bon, il y a juste, bon, c'est tout bête, hein, c'est juste un graphe avec les questions et on se met une note de 0 à 5. Ça, c'est une première passe. Et la deuxième passe, elle est faite par le manager. bien sûr. Comme ça permet en effet, Et après sur les titres de poste, hein, il y en a beaucoup hein, dans le monde du design, on aime bien ça. Globalement, dans le monde du LinkedIn game, il y en a beaucoup. Euh, Quels sont toi les rôles que tu as vraiment confirmés et peut-être des nouveaux rôles que tu as créés et la façon dont tout ça s'est ordonnancé? Alors, en effet, il y a chez nous un design system manager. Ça, Mhm. c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié auparavant. On a une autre personne qui a une spécialité plutôt UXR en research. Ok. Sachant qu'on a déjà quelqu'un qui fait de l'UXR, mais elle est splittée en deux. Elle est un pied dans la data et un pied avec nous. Donc, je voulais vraiment quelqu'un qui fasse le pont chez nous. On a aussi une hyper spécialiste dans le domaine de l'application et du high design, notamment du rebranding ou des choses comme ça. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais c'est pas des postes officiels aujourd'hui encore. D'ailleurs, j'essaie de me battre pour avoir un designer avec un niveau équivalent de celui des managers, mais en design principal ou quelque chose comme ça. Ok. Parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être même le plus complexe au final, que les équipes adhèrent à une vision d'un carrière pass, pourquoi pas. Mais après que les équipes RH et les équipes admin et les équipes management y adhèrent, c'est autre chose. Plus difficile. Ouais, ouais, surtout qu'on est assez figé et que nous, on est déjà en train de revoir un peu le système de niveau, parce que Mano Mano a été câblé pour accueillir des milliers de personnes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, Ouais, on est déjà en train de revisiter ça, mais voilà, il y a une petite marge de manœuvre. Après, on peut se donner des étiquettes en interne, sans bien sûr, forcément passer par les RH. Donc, c'est pour ça bien que sûr. là, on a déjà identifié ces trois profils là chez Ok, nous. ok, trop bien. Mais justement, au final, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour toi, pour être force de proposition, pour faire bouger les choses quand l'entreprise elle est prête à le faire et ça semble être le cas. Ok. Et donc raconte-nous un petit peu justement ton équipe aujourd'hui, combien vous êtes. Je crois qu'en plus vous grandissez un petit peu quand même, Oui. même si vous avez perdu du monde, vous regrandissez. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça et je dirais les projets à venir sur cette année? Ok. Alors, on est 13 aujourd'hui, donc on va peut-être être 14. En effet, tu l'as dit, dans pas longtemps, on vient de recruter quelqu'un. Et notre équipe est divisée en trois, parce qu'il y a trois trains aujourd'hui. Donc, il y a la partie, on appelle visitor, donc c'est vraiment le front. Opération, c'est un peu l'entre-deux, on va dire ça. Et la partie spécialiste offer, ce qu'on appelle aujourd'hui notre outil de la toolbox. C'est là où les marchands viennent proposer leurs produits. Dans chaque équipe, on a un groupe UX manager qui lead généralement entre 1 à 5 personnes. Et on a aussi, après ce qu'on appelle un peu nos ops, donc on a quelqu'un qui s'occupe du design system, qui est aussi dans un train. Et on a une personne qui est en charge de l'UXR et qui est entourée de deux autres personnes, pardon, Ouais. et qui a, comme je le disais tout à l'heure, un pied dans la data et un pied chez nous. Donc voilà, je manage 50% de cette personne. Ok, ok, trop bien. Donc, ouais, 13 personnes, c'est déjà une très belle équipe hein, dans le design en France. C'est déjà super. Euh, quels sont les projets importants qui font pour, euh, pour Mano Mano et pour l'équipe design, même si bon, on va pas donner en exclusivité la toute nouvelle Oui. feature qui va casser le game dans le monde du jardinage, mais Ah, alors il y a quand même quelque chose. Alors, faut savoir que Mano Mano, donc ça fait 10 ans que ça existe, un peu plus. Et comme beaucoup de boîtes tech en France, voire même dans le monde,
Il y en a qui prennent des décisions radicales et qui font des virages à 180 degrés. Nous, on a beaucoup évolué de manière assez itérative, assez empirique. Et là, pour la première fois, justement, voilà, notre dirigeant, Christian Raison et Philippe de Chanville ont décidé de mettre un peu un coup d'arrêt à cette évolution empirique. Et ce virage à 180 degrés, parce qu'on était très orienté business, produit, pas assez UX. Et là, le premier pan, c'est finalement que Mano Mano soit vraiment fait pour nos utilisateurs et plus orienté business. Donc la première chose qu'on a attaqué, c'est de créer une CX Vision, parce qu'il n'y avait pas de CX Vision. Ouais, c'est intéressant ça. Et on veut être... Ça, c'est dans ton équipe? Alors, Non, c'est à côté? c'est les deux. Alors, on est Ok. à 50%, on a un pied dedans, et c'est d'arriver par une personne qui est en charge du projet. Donc, bien évidemment, on a notre mot à dire. C'est assez partagé, mais donc c'est permet vraiment de remettre le C'est décideur bien. au centre. Je pense qu'en effet, il faut que ce soit partagé parce que un CX, vraiment, il prend du début de l'expérience, de tiens, je vois une pub mano mano, à je reçois les choses que j'ai achetées, voire même je renvoie, voire même je quitte l'entreprise, enfin je quitte mano mano en tant que. Donc, maintenant, il se passe tellement de silos de compétences de l'entreprise que c'est nécessaire que ça soit transverse. Complètement. Et du coup, le fait d'être voilà, beaucoup plus user-centrique, ça nous a aussi propulsé, nous, les UX, pour aller dans ce Trop bien, sens-là. bah ouais. Avec, là, en ce moment, on est en train de monter des focus group quasiment tous les mois avec nos utilisateurs. On est en train d'améliorer, voilà, on a tous nos piliers pour que voilà, l'utilisateur il se sente chez lui, qu'il a envie de rester et qu'il soit plus sur un site d'e-commerce comme un Amazon avec des millions et des millions de produits et qui viennent de Chine, de je sais pas où. Et là, vraiment, c'est de se baser sur des parcours de qualité, des produits de qualité, des prix qui correspondent vraiment à leurs besoins et qu'on soit vraiment ouais, user-centrique. Ça, ça doit ça a dû être super pour toute ton équipe aussi, hein, d'entendre ça, de se dire que votre voix, en tout cas, va porter. Donc, j'imagine que toi, mine de rien, dans tes réunions, certes, tu vas passer du temps avec tes designers, mais tu vas commencer à passer du temps, j'allais dire là-haut, avec les décideurs aussi, et d'être dans des décisions un peu plus stratégiques pour l'entreprise et d'instiller un peu plus de méthodologie et de savoir-faire sur la pensée design et la pensée user-centrique. C'est le cas? C'est le cas. Donc, je suis bien dans les meetings stratégiques. Alors, c'est pas évident. Enfin, faut l'avouer. Quand on passe, je trouve, de la prod au management, pour moi, ça a été assez facile, je trouve, le management d'équipe. Et par contre, influencer des projets, si tu veux, je me suis retrouvé sur un train. Je me suis retrouvé avec 3 trains. Donc, essayer d'emmagasiner la connaissance finalement de ces 3 trains. Et c'est un monde qui est quand même très data-driven. Donc, ils ont en face de moi, j'ai des personnes qui sont hyper smart, qui ont une connaissance absolument incroyable de leurs produits. Donc, c'est Ouais. pas facile d'arriver et de bousculer les roadmaps. Donc, c'est à moi finalement d'aller chercher des outils pour y arriver. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place, à essayer de passer sur des customer journées pour récupérer sur cette journée, identifier les pages qui ont le plus de sessions, qui ont les taux de CVR les moins bons, et d'essayer voilà, de mettre ça en corrélation avec des bounce rates, avec le temps passé sur telle page, mettre accoler des insights utilisateurs, et essayer de faire un sorte de design critique de l'existant avec mes UX, de remplir ce tableau-là et d'arriver en réunion avec, voilà, dans ma besace, j'ai ça à améliorer, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et ouais, ça c'est méga. Ouais, il y a un côté où tu dois synthétiser l'ensemble des infos. Il y a beaucoup de qualitatif, il y a beaucoup de quantitatif parce que c'est le cœur du e-commerce, on a la capacité d'avoir beaucoup de data Énormément, ouais. et, euh, et donc il y a beaucoup de quantitatif et à la fois il y a une volonté d'aller vers plus de quali par rapport à ce que tu me disais. Donc il faut synthétiser ça et arriver avec des arguments sonnants et trébuchants pour expliquer que ça,
enfin, il faut prioriser cette partie-là, etc. Et, euh, et ouais, ça demande ouais, une capacité et ça dans 3 trains, là où avant tu faisais dans un. Ouais, la complexité, elle est importante. Justement, j'imagine que tu fais pas ça tout seul. J'imagine que chaque responsable de chaque train doit pouvoir te ramener de la data, de l'information, Complètement, ouais. t'aider à synthétiser tout ça. Alors, c'était pas Parce que que... le côté, enfin, en limite, on te demande d'être une intelligence artificielle en te pluguant toute la data et tout le qualitatif, et dire bah tiens, donne-moi. Mais c'est vrai, c'est un peu ça, hein. Donne-moi la priorisation de ce que je dois faire pour ma roadmap design. C'est un peu ça. C'est ça, ouais, ça serait si bien, mais c'est pas encore le cas, hein, mais non, non, c'était pas évident. Puis surtout que l'équipe était structurée de façon à ce que tout soit gouverné par un peu une personne. Donc quand je suis arrivé, j'ai dû changer quand même pas mal les instances et embarquer mes groupes UX managers avec moi dans ces réunions-là. Et donc j'ai pas fini le travail. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, parce que ça peut faire peur, je pense, à certains. Moi, ça n'a pas été facile hein, de rentrer dans ces réunions-là, même encore aujourd'hui, parce que parfois on se retrouve avec des tablés de 25 personnes qui sortent de toutes de grandes écoles et qui ont tous 30 ans d'expérience. Et donc ça a été un petit peu comme je l'ai fait avec l'équipe. Ça a été beaucoup d'écoute, d'analyse, de compréhension, et voilà, essayer de savoir un petit peu finalement, bah déjà, quelle est la valeur de l'UX au sein de la boîte. Si je parle, comment ma voix va porter, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir plein d'idées et puis on se retrouve couché sur le tapis parce que finalement on n'est pas écouté. Donc ça a été beaucoup d'analyses comme ça et beaucoup de one-one. Voilà, je suis rentré vraiment dans le jeu par des discussions pour essayer d'avoir la parole plus libérée, d'essayer d'un peu mieux comprendre les enjeux des réunions. Et voilà, et donc aujourd'hui j'en suis là et maintenant c'est de passer la step d'après et de prendre encore plus de place finalement sur la boîte dans les grandes réunions comme ça. Voilà. Parce que j'imagine que oui, quand tu rentres dans ces réunions, les fameux 25 qui sont Ils se avec connaissent toi, tous. C'est tous des ils se copains. connaissent tous, ouais. Et toi, tu rentres, bah en plus, bon, bah, tu jeune, ouais, le petit jeune, tu vas passer un peu à la moulinette, qu'est-ce qu'il a dans le ventre et tout ça. Et à la fois, t'es quand même là depuis un moment, donc, je pense que c'est bien la façon de faire d'aller voir one-one, parce qu'au moins, ça te permet de te positionner face à chaque personne. Tu te dis, et tu te dis qu'au moins, si t'arrives, si tu dois prendre la parole devant ces 25, tu l'as déjà fait avec chacun, et que donc, bah, même si, bon, c'est toujours des moments stressants, pas dire de conneries et tout, bah, au moins, t'es un peu plus en sécurité. De rediviser, c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est fou parce que souvent quand tu vois une tâche qui est devant toi, qui est super complexe, tu dis comment je vais y arriver, en fait, il faut la diviser. Et si encore tu crois que c'est encore complexe, il faut les rediviser à l'intérieur. Et hop, comme ça, au fur et à mesure, tu y arrives. Et c'est vrai, c'est une vraie bonne façon de faire. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi faut le dire, hein, le problème de confiance en soi qui peut prendre le dessus dans ce genre de réunion. Donc d'aller tester ses idées auprès des autres en one-one, c'est pas que les tester, c'est aussi embarquer, voilà, c'est un peu comme de la politique, c'est avoir de l'adhésion en fait avant même que la réunion commence. C'est comme ça quand le sujet il est sur la table, et ben il y a déjà deux trois personnes parmi la vingtaine qui est déjà au courant de ce sujet-là. Ouais. Et donc du coup la voix elle peut faire écho de l'autre côté, ça peut être hyper intéressant. Hein. Et puis j'imagine qu'ils ont pu déjà poser les questions un petit un petit peu complexes. T'as Mm. pu t'y préparer, en tout cas, tu as déjà essayé d'y répondre. Et que donc, ce sera peut-être pas des questions qui reviendront pendant ces échanges. Ok. Ah, trop bien. Et ça, je pense que sur le début, c'est toujours complexe. Je sais pas si on y prend pour l'instant beaucoup de plaisir, mais je pense que au fur et à mesure, ça le sera. Et quand ça aura encore plus d'impact et que il y aura des victoires entre guillemets côté design, ce sera encore plus agréable. Mais déjà, je pense que l'une des plus grosses victoires, c'est déjà de se dire, ok, côté côté direction, on a envie de se focuser sur la partie expérience utilisateur. Mhm.
Et en effet, le digital, et vous, votre partie, elle est centrale. Et aussi la partie justement customer experience de je reçois, enfin, toute la partie logistique, physique et tout, parce que c'est vrai que les NPS, quand on demande alors comment s'était passé votre expérience après avoir payé, bon, ça a du sens, on a payé, c'est positif et tout. Mais au final, on pose jamais la question de quand vous avez reçu rarement en tout cas, quand vous avez reçu votre produit, est-ce que ça s'est bien passé? Bon, bah, et c'est des moments qu'on contrôle un peu moins versus le digital, qui est un peu plus simple. Exactement, ouais. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Bon, bah, et justement, cette partie CX, toi, tu te lances un petit peu, enfin, tu, dans tes recrutements et dans tes réflexions, c'est une part que tu mets un petit peu en avant ou pas du tout pour l'instant? C'est un peu le côté aussi service design. Mhm. Non, Est-ce non, que non, c'est non. Dans les recrutements, non, non. C'est pas, je me focalise pas trop sur ça, non, pour Ok, l'instant. Ouais. très bien. Justement, avant de passer sur la partie recommandation, justement sur la partie recrutement, comme tu as dit, t'as eu quelques recrutements. Oui. Euh, et comment ça se passe quand on fait ses premiers recrutements? C'était quelque chose que tu avais déjà fait, j'imagine, quand tu étais déjà group manager. Exactement. Alors, bah, J'aime bien, justement avoir un peu un retour de comment toi tu fais, qu'est-ce que tu regardes sur un CV, qu'est-ce que tu regardes sur un portfolio. Potentiellement, parce que les gens qui nous écoutent bah, passent par ce moment et j'ai l'impression qu'il y a autant de recruteurs que de façons de faire. mhm. Donc voilà, j'aimerais avoir un peu ton retour sur ça. Bizarrement, je me focalise pas trop sur le portfolio. Je le Ok, regarde assez rapidement. Je regarde quand même dans Figma si les calques sont bien nommés, si c'est, ok. si voilà, il y a bien des paddings de bits, des choses comme ça, un peu voilà, tout bête. Un peu, ouais, comment ça, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec Cédric Val, qui est le enfin, qui est le manager de UX de Groupama, et il y a une question qui pose pas encore, mais il m'a dit qu'il aimerait poser peut-être un jour, c'est comment tu ranges ton lave-vaisselle. Ah, c'est pas mal. Et Bah, tu, un peu ça. et tu vois, il y avait un côté comme ça de comment tu ranges ton Figma. Ouais. Et, Bah, nous, et chez nous, voilà. on dit comment tu ranges ta chambre, un petit peu. Nous, Ouais, voilà. je vais ranger ma chambre. On sait que, bah voilà, le gars, il va bosser pendant 1 heure à ranger son Figma, donc ça, c'est hyper Très important. bien. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ça permet d'avoir les idées claires et voilà, c'est tout ce que je regarde dans le book. Je regarde aussi s'il y a quand même des bons accords entre les formes, les espaces, les couleurs, mais je m'attarde vraiment 5 minutes dessus. Ok, Voilà. donc très visuel, au final. Oui, c'est Plus ça. que sur le contenu. Le contenu, ça m'intéresse pas tant. Si j'ai pas le, ou alors il faut vraiment, je préfère en fait l'avoir en voice-over, pitché, Ok, parce ok. que ça va m'aider à, en fait, je fais exprès aux personnes de fermer leur laptop et de rien me présenter et de me dire, voilà, maintenant, tu me pitches, parce que de toute façon, notre métier, c'est aussi de vendre nos solutions. Et c'est hyper important. On a aussi une grosse partie communication. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai mis dans les objectifs de chacun. Communiquer, c'est la clé. C'est voilà comment la voix du UX peut porter au sein de l'entreprise avec des bonnes pratiques et et aussi la manière dont on design. Il faut argumenter pourquoi ces choix, pourquoi si. Donc je mets vraiment le premier, c'est la connaissance. Il y en a une qui s'est plantée il y a pas longtemps, qui savait même pas me sortir des lois, des critères, de Bastien Scapin, de l'heuristique. Pour moi, ça, c'était la base. Je regarde aussi quand même pas mal d'expériences, parce que ça, c'est en fonction du poste. Évidemment, si je prends un senior, puis j'essaie de regarder aussi un peu la spécialité. Je sais que la dernière recrue, voilà, c'était quelqu'un de spécialisé dans le SaaS. Bah, ça tombe bien, là, je recrutais quelqu'un pour la toolbox, c'est du SaaS. C'est hyper important pour moi d'avoir au moins une expérience si la personne est junior. Et il y a un autre axe que j'aime beaucoup, parce que je suis passé par là, c'est la curiosité. La curiosité, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'apprendre le métier. Donc toujours avoir envie d'apprendre, d'être humble. Et ça, voilà, il y a des bouquins, pour moi, si tu les as pas lus, c'est pas normal, t'es pas UX. C'est fini. D'accord. Justement, comment tu
c'est-à-dire comment tu vois la curiosité? Comment tu la testes, tu questionnes autour de ça. Bah, ça peut fit, c'est un peu, je le mélange un peu avec le fit humain. Ça, c'est bah, le dernier pan aussi. Et souvent, c'est à travers les questions sur le fit que, voilà, bah, la manière dont on appréhende aussi la vie de tous les jours, sur les voyages, ou même, voilà, ça peut être aussi dans le travail, ou même dans les entreprises, que la personne a pu choisir dans sa vie, les différents secteurs. Voilà, quelqu'un qui fait que de l'e-commerce, puisqu'il adore ça, ou des choses comme ça. Ou quelqu'un qui a, voilà, la dernière personne que j'ai recrutée, elle était à Londres, elle était à Barcelone, après à Paris. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a plein de petites questions pour essayer de savoir à quoi les personnes s'intéressent. Ouais, ok. Je sais que moi, à un moment, j'étais très aussi, justement, Bastien Escapin, les heuristiques, s'ils peuvent me citer des choses. Je me rappelle aussi quand j'entendais pas le mot carte sortie ou trait de carte. Ouais, Je me disais, c'est pas normal. Euh, Au final, parfois, j'en sors un petit peu de ça, mhm, parce que mine de rien, c'est pas que ça qui fait un bon designer, et à la fois, quand j'en parle, je me dis, ben si, Paul, faut quand même revenir à certains, il y a certains basiques. Et c'est vrai que oui, 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 non mais je suis d'accord avec toi que je trouve qu'il y a quand même des, enfin, il faut, en fait, c'est de la culture de son métier. c'est ça. Euh, et euh, et tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, des bons musiciens. Tu te dis, il y en a qui ont la culture de la musique et il y en a qui l'ont pas. Ils font quand même de la musique, ils font parfois de la bonne musique, mais est-ce que ça va durer? Ils vont faire un tube, hein. C'est C'est ça. comme l'écriture dans la musique, pareil. Il y a des gens qui écrivent très bien, alors sur différents styles de musique, mais qui peuvent écrire très bien et on s'imagine une carrière assez longue, versus ceux qui vont faire le one hit wonder. Ok, ça a bien marché, ça a un truc, mais est-ce qu'on va plus loin? Je, on sait pas trop. Et je trouve que voilà, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à cette métaphore. Non, mais il y a des choses qui sont pour moi tellement obligatoires. Enfin, à la limite, on a le droit de pas savoir, mais de pas connaître. Ça, c'est un peu différent. Voilà, au moins de se dire que ça existe quelque part et qu'on peut avoir accès. Bon, après, il y a un peu des obligatoires, hein. Il y a quand même quelqu'un une fois qui m'a dit qu'elle connaissait pas le double diamant, alors que ça faisait 5 ans qu'il faisait du X. Bon, j'ai un peu sauté au Bon, plafond là. C'est un ok, logo, je quoi. comprends. Trop bien. Mais en tout cas, c'est intéressant que toi, pour toi, le portfolio, il y a un côté très visuel de se dire, est-ce que Ro, dans son UI, il aura un craft qui pourrait me Mm. correspondre? Le contenu, tu regardes un peu, parce que bon, ça, faut voir si ça fait quand même un tout petit peu sens. Mais au final, toi, le contenu, tu vas plutôt le tester. Donc là, tu te dis, CV, portfolio, on va valider le fait qu'on va rencontrer la personne parce que visuellement, on est bon Mhm. dans tes attentes, si je grossis le trait. Et ensuite, l'entretien, c'est là où on est dans le cœur du réacteur et dans le comment je présente mon savoir-faire et surtout, bah, je fais adhérer à ce que j'ai fait. Exactement. Alors, il y a peut-être autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est dans Ouais. le CV, et ça pour moi c'est extrêmement important, parce que j'en ai pas parlé à travers le portfolio, parce que je le fais pas dans le portfolio, c'est la hiérarchie de l'information. Ah là là, hiérarchie, ça aussi, c'est un Ouais. mot ultra important. Ouais. Voilà. Et ça, dans le CV, je le détecte tout de suite. Et il y a un mini truc que j'aime beaucoup. Alors, c'est plutôt personnel et je m'attache pas trop dessus. C'est pas grave si ça n'y est pas. C'est plutôt, voilà, ça fit mieux si ça y est. C'est une petite phrase qui explique ouais, qui on est, mais c'est surtout pas la phrase bateau, j'ai fait telle école, etc. Non, quelque chose qui va vraiment m'aider à faire ce choix parce que j'ai l'humain dedans, j'ai une vraie histoire à raconter dans cette poste-là. Même, Oui, comme le fait de oui, j'aime faire euh, des euh, des maquettes qui vont aider les gens, enfin un truc tout un côté un petit peu simplifié. J'aime fluidifier les expériences utilisateurs. Bon, super, c'est parce que c'est ton métier, mais en fait c'est ça, c'est la question, c'est comment tu rends le truc un peu unique en fait. Comment tu te rends toi en tant que personne unique. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça c'est bien. Pour moi, les designers, ils sont dans une situation où en fait ils sont tellement ils ont un rôle de créateur d'expérience
que en fait, il faut se dire que dès le CV, c'est une expérience concrète. Alors, on n'a pas besoin d'être trop différent, tu vois, d'avoir des couleurs hyper fortes, d'avoir des illustrations. Des fois, on a des choses aussi Ouais. ouais, impressionnantes sur ça. Pas besoin de ça. Mais par contre, en effet, une architecture de l'information soignée, une UI soignée sur un CV. Quand je dis UI, c'est même juste les typos, les différences de typos, comment on met en avant plus une information qu'une autre, c'est ultra important. Euh, et voilà, par rapport à un comptable où ben, tu envoies ton CV pour être comptable, euh, c'est 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 pas une question qu'on va trop se poser. C'est Donc, du Word. Et j'ai déjà eu du Word, hein. On a postulé chez Mano Mano plus d'une fois avec des rendus Word. C'est rare, je les jette tout de suite à la poubelle. Je cherche même pas à comprendre. Je les lis même pas. C'est dommage d'ailleurs, parce que ça se trouve, c'est des bons contenus. Mais par principe. n'utilisez pas Word avec Paul. Ok. Non, mais très bien. Bon, bah, merci, Paul. On arrive sur la fin de l'échange. Il y a eu plein de choses hyper intéressantes. Et c'était hyper intéressant ouais, de débriefer sur ce rôle-là qui t'arrive et toi, ta façon d'y réagir et comment tu as mis des choses en place. Et en tout cas, l'équipe grandit, l'équipe est soudée et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, bah, écoute, on espère que ça continue comme ça. Et puis surtout, le message que tu envoies, c'est que si les CEO et la direction a une volonté d'avoir une vision utilisateur forte, ben, ça veut dire que voilà, il y a des belles heures qui vous attendent et ça, c'est super. Justement, pour terminer, on fait un focus pas mal. J'aime bien faire un focus sur quelles sont tes recommandations pour nos auditrices et auditeurs. J'aime bien voilà, partager une source d'information qui te plaît. Alors, soit un livre, soit un site, euh, voilà, quelque chose à nous recommander. Moi, c'est les grands classiques, hein. Je vais pas réinventer la roue. Je vais citer juste les meilleurs. Norman and Nielsen Group, forcément. Ouais, le site, Mm. le site Ouais. et leur, je sais pas s'ils ont des livres, mais ils ont Ils ont des livres aussi, ouais. sûrement, ouais, sûrement. Ouais, Ok. tout à fait. Il y a Enfin, Usabilis. Norman et Nielsen, oui, mais je veux dire, le groupe est NNG, ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Il y a Ouais, Usabilis. Usabilis, moi, j'aime beaucoup. Ok, Nous, on très utilise bien. pas mal Baymar Institute. Alors ça, c'est payant par contre, mais voilà, c'est quelque Ouais, chose qui est ok, absolument je connais pas. très puissant. Avec des trainings, des audits, de la documentation, des analyses. Alors, c'est... Sur le design. Ah ouais, c'est que sur le X. Ouais, ouais, c'est très très puissant. D'accord. Baymark, tu peux. Ouais, Beymard Institute. Ok, très Baymard. bien. Je vais Voilà, regarder avec c'est grand plaisir. J'ai jamais c'est entendu ma nouvelle parler bible. ou. Et puis bah sinon, je peux citer que ma mentor, Amélie Boucher, Ergonomie Web. Ça, pour les débutants, c'est un peu l'ergonomie pour les nuls. Moi, je conseille à toute personne qui commence ou qui connaît pas assez bien peut-être l'ergonomique. Ouais. Et puis le fameux Karine Lallemand, des méthodes de design UX, Méthodologie. voilà, qui n'est pas à lire, hein, qui à utiliser comme des fiches le jour où on a envie de... C'est vrai. Non, mais t'as raison. Il y en a beaucoup qui l'ont euh, sur leur bureau quand ils bossent et paf, ils regardent vite fait deux, trois trucs. C'est vraiment un livre qu'on prend quand on travaille et qu'on ouvre et sur lequel il faut se mettre des petites fiches sur les côtés pour aller vite à un chapitre, etc. Ok. Trop bien. Parfait. Et ensuite, ben, on a les deux questions les plus complexes de ce podcast, qui sont est-ce que tu as un film à nous recommander, un seul, et un album de musique? Ok. Un film. Alors moi, j'aime bien en citer un parce il est méconnu, parce que normalement, j'aurais pas cité lui, mais qui vaut la peine d'être vu. C'est La mort suspendue de Kevin MacDonald, Ok, qui est un film sur l'alpinisme. Et voilà, j'en dis pas plus, mais allez le voir, c'est époustouflant. C'est un vieux film. Je suis pas d'accord. très vieil film, mais voilà. Et en album, en ce moment, c'est mon petit dada là. Je suis sur The Teskey Brothers. L'album s'appelle Half Might Harvest, qui est absolument fabuleux. Ok, trop bien. On est plutôt sur quoi? C'est quoi comme type de musique? Un peu de blues, soul, enfin voilà, on est un peu à l'ancienne, mais l'album est de 2018. Ouais, ok, excellent. Bon, bah, merci Paul. C'était un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast Head of Design.
Et puis écoute, on te souhaite que le meilleur pour la suite. On continue de se suivre sur les réseaux et puis je te dis à très bientôt. Merci Paul. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.